Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AlternJob, le podcast de l'alternance et des stages. Trouver un contrat en alternance, un stage ou même un job peut devenir une vraie galère. On vous donne toutes les astuces pour réussir à décrocher ce fameux contrat. Je suis Julien Doza, le fondateur d'AlternJob et je reçois aujourd'hui Antoine Chauffru, le Tinder for Startup de France Digital qui vous donnera tous les conseils pour intégrer les startups de la tech. Bonjour Antoine. Bonjour Julien. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous présenter France Digital en deux mots? Oui, France Digital, aujourd'hui, c'est la première organisation de start-up en Europe, puisque en termes de représentativité, on a plus de 1800 membres. La mission de France Digital, c'est de créer les champions du numérique. Et du coup, ça passe par tout un volet d'affaires publiques, où on va interpeller le gouvernement sur les mesures et faciliter le développement de nos startups. Ça passe par tout un volet de mise en relation, et donc comment est-ce qu'on crée du business, comment est-ce qu'on lève des fonds, etc. Et ça passe par tout un volet talent dont là on va parler, de savoir comment est-ce qu'on s'entoure des meilleurs talents pour demain faire les plus belles startups. D'accord, donc France Digital, c'est aujourd'hui la plus grande organisation de startup en Europe. C'est ça, en fait la particularité c'est que déjà on est la seule association qui regroupe à la fois entrepreneurs et investisseurs, alors que normalement tu as plutôt une association qui se spécialise d'un côté. Et donc on a cette légitimité aujourd'hui à pousser la voix auprès du gouvernement de nos startups. C'est comme ça qu'on a fait évoluer des réglementations. Pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un de nos combats, c'est l'ouverture de la donnée publique en santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment est-ce que tu fais en sorte que les données qui sont enregistrées dans ta carte vitale puissent être utilisées par nos startups pour faciliter les soins, par exemple, et faciliter le parcours et l'expérience d'un patient, tout en faisant en sorte que ça reste safe, anonyme, et que ça serve bien le patient et non pas, par exemple, l'assurance qui pourrait récupérer ces données. D'accord. Alors Antoine, avant de savoir si les entreprises de la tech recrutent, c'est quoi une startup? Et d'ailleurs, est-ce que toutes les entreprises de la tech sont des startups? C'est un terme qui est extrêmement, qui veut tout et rien dire aujourd'hui. Effectivement, nous on a dû faire ce travail-là parce que sinon on s'y retrouvait pas. Et effectivement, dans notre communauté, dans tous nos membres, on a des startups, on a des scale-up, on a des licornes. Je vais expliquer tout ça. Aujourd'hui, nous on se spécialise sur le marché de la tech parce que on est persuadé que pour qu'une startup devienne une scale-up, c'est son potentiel d'hypercroissance. C'est-à-dire qu'à un moment, elle va pouvoir vendre beaucoup plus de solutions, de services que seulement le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur. Et donc, la production de ce qu'elle fait n'est pas du tout liée au nombre de personnes qu'elle a, mais beaucoup plus à la réplicabilité du modèle et du produit. Là où je veux en venir, c'est que, par exemple, le slip français, il sera limité par le nombre de slips, donc globalement, qu'il va pouvoir produire, de sous-vêtements qu'il va pouvoir produire. Alors qu'un Deezer, il sera limité par rien du tout, puisque toutes les personnes qui ont un téléphone aujourd'hui, elles peuvent installer l'application Deezer et potentiellement souscrire à son abonnement. C'est ça le potentiel d'hypercroissance. Et D'accord. du coup, après, on les a divisés, on les a divisés en plusieurs. C'est startup, scale-up et licorne en fonction de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires et de leur taille. Globalement, la startup, c'est au début des premières levées de fonds, c'est quand on cherche son modèle, il y a peut-être une vingtaine de personnes et jusqu'à une vingtaine de personnes. C'est quand tout est à faire, si tu veux. Elles rentrent dans la catégorie scale-up à partir du moment où elles sont sur du coup une phase d'hypercroissance, qu'elles vont ouvrir des pays, des villes, qu'elles vont avoir besoin de beaucoup recruter parce qu'elles vont devoir se développer très vite et un petit peu partout. C'est le principe d'uberisation dont vous avez déjà dû entendre parler. Ok, c'est assez clair. Et la licorne, du coup? Oui, pardon. La licorne, c'est la startup puis scale-up qui a été valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Et donc en fait, c'est une sorte de chiffre symbolique qui veut dire que t'es un grand patron, que t'es assis et que ton business il est valable, rentabilisé, etc. Généralement, c'est des boîtes qui portent de nouveaux sujets et qui se mettent à porter de nouvelles missions. Je pense par exemple à Blablacar. Blablacar, ça fait un petit moment que c'est une licorne, ça a été l'une des premières françaises. Et aujourd'hui, elle est présente dans plus de 23 pays, je crois. Il y a des millions d'utilisateurs partout. Et aujourd'hui, les enjeux qu'elle porte, c'est vraiment les enjeux de transport responsable, avec notamment, je pense à leur campagne, ne jamais avoir de siège libre. L'idée est de remplir vraiment toutes les voitures pour éviter de faire des trajets tout seul aussi notamment. Et aujourd'hui, cette boîte, en tant qu'entreprise, elle porte des messages qui la dépassent. Est-ce que du coup, ces startups, ces scale-up, ces licornes recrutent en ce moment? Énormément. Pas toutes, parce que la crise est passée par là, que certaines, typiquement toutes les startups qui faisaient de l'événementiel, toutes les startups qui faisaient des événements qui nécessitent une partie physique, s'en retrouvent un petit peu impactées. Je pense aussi toutes les boîtes qui faisaient du voyage, des avions, etc. C'est sûr que pour elles, en ce moment, c'est un peu compliqué, hein. Exactement. On a beaucoup attendu
Premier déconfinement, savoir si ça allait repartir, qu'est-ce que ça allait donner, etc. Mais on se rend aussi compte qu'il y a une partie de la population qui se dit qu'en fait, on va peut-être moins voyager aussi, ce sera plus responsable, on prendra moins l'avion parce qu'aujourd'hui, un avion, c'est un impact carbone énorme par rapport à tout ce qu'on peut avoir, à une ampoule allumée, par exemple, toute l'année. On se rend compte qu'il y a des choix de consommation qui vont faire aussi beaucoup changer le monde et que peut-être la crise a accéléré ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a pas mal de boîtes qui ont vachement réduit leurs effectifs, qui ont presque changé aussi leur modèle. Elles se sont rendues compte qu'il y avait plus de demande en face. Là où je veux en venir, c'est que c'est qu'une petite partie de la population. Ça doit être peut-être un tiers des startups. Il y a un deuxième tiers qui a plutôt ralenti en se disant bon, on va attendre de voir ce que ça va donner. Et on attendra le déconfinement peut-être pour reprendre. Et un troisième tiers qui en a profité, qui a vraiment fait de cette crise une opportunité et qui a potentiellement levé des fonds, a recruté énormément de personnes. Et aujourd'hui, on a du coup un tiers de l'écosystème qui recrute encore, mais qui recrute énormément. C'est-à-dire que on avait fait une expérience, je sais pas si tu veux en reparler plus tard, mais qui s'appelle Confiner mais recruter, pour mettre en avant justement ces entreprises qui, malgré le confinement, continuent à recruter. Et en fait, on s'est rendu compte que sur 300 entreprises, il y avait plus de 3500 postes ouverts. On a refait l'opération là avec la deuxième vague. On a un petit peu moins d'entreprises qui sont inscrites, seulement 220. Par contre, elles ont 2200 postes ouverts. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, au global, l'écosystème recrute sûrement moins, mais il y a des acteurs qui en ont profité et qui, eux, se sont vraiment beaucoup développés. C'est ça, quand tu parles de 3500 ou 2200 postes, du coup, on est sur des volumes qui sont quand même relativement importants. C'est ça, et sachant que c'est en plus pas l'ensemble de notre écosystème, c'est seulement les boîtes qui ont répondu. Voilà, la première fois, c'était 330 boîtes, 320 boîtes, je crois. Cette fois-ci, c'est 160 scale-up. Et on peut se dire que sur les 1800 membres que nous on a, bah, en fait, il y en a peut-être qu'une toute petite partie qui a répondu. Et que si on essaie du coup de le représenter au niveau de tout l'écosystème, on entend parfois qu'il y a à peu près 10 000 startups en France. Bah, en fait, ça veut dire que ça fait un sacré nombre d'emplois quand même. Là, on pourrait se dire au minimum, on va dépasser les 20 000 postes. Alors, tu le disais tout à l'heure, hein, tu as lancé, toi, l'opération recruter, mais confiner, mais recruter, et reconfiner, mais recruter, et peut-être demain encore reconfiner, mais recruter. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je trouve que l'opération est vraiment intéressante. Et quand on n'est pas dans le domaine de la tech et qu'on souhaite intégrer ce milieu, c'est l'opportunité aussi de découvrir les entreprises et les jobs à pourvoir. C'est ça. En fait, c'est venu d'une initiative américaine. Au moment de la crise, on a la chance en France d'avoir l'emploi un petit peu plus protégé que de l'autre côté de l'Atlantique. Et du coup, il y a des très grosses entreprises qui se sont séparées de très beaux profils. Et donc, il y avait cette demande des très beaux profils de savoir, OK, où est-ce qu'on en est, quelles entreprises continuent à recruter et qu'est-ce que je peux faire? Je sors de Uber, bah, où est-ce que je vais? Et nous, on a vu ça avec un peu de recul en France. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça ressemble chez nous, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le vrai besoin, il était non pas forcément sur ces gens-là qui partaient, puisqu'en France, les gens ne partaient pas, mais il était vraiment d'essayer de comprendre, OK, où est-ce qu'on en est et quels sont les recrutements à venir. Et donc, on a essayé de faire un recensement de tous les jobs qu'on pouvait trouver. Et donc, nous, on a fait passer ce message haut et fort à tous nos fonds d'investissement, à toutes nos startups. On a essayé de le partager de partout, notamment sur LinkedIn. Ça a extrêmement bien marché. De dire, OK, comment est-ce que la tech, les startups réagissent à cette crise? Est-ce qu'il y en a qui continuent à recruter? Et si c'est le cas, combien, quel poste, comment est-ce qu'on peut vous aider et comment est-ce qu'on peut vous mettre en avant pour être visible du grand public, visible de tous les gens qui pourraient rechercher un poste? Pour te donner un ordre d'idée, en face, on avait la première fois plus de 3500 personnes qui sont inscrites, 3500 demandeurs d'emploi, stage, alternance et premier emploi et même plus tard, et qui du coup ont pu se connecter à ces opportunités, ont pu rencontrer des recruteurs et certaines ont mené à des recrutements. D'accord, donc c'est vraiment à la fois c'est sur tout type de poste, hein, donc comme tu disais, ça peut être des stages, ça peut être de l'alternance, ça peut être du CDD, ça peut être du CDI. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est fonction aussi de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire que une boîte qui vient de lever 100 millions, théoriquement, elle aura plus tendance à s'entourer de profils un peu plus seniors, profils qui ont déjà de l'expertise et qui vont lui apporter une brique en plus. Chose que les jeunes startups, les jeunes pousses au début qui n'ont pas forcément encore levé ou qui viennent de lever, vont être plutôt dans vraiment une logique d'économie et donc vont s'entourer de personnes plus jeunes qui vont pouvoir très rapidement monter en compétences et avoir des responsabilités super intéressantes pour un stage, pour une alternance, etc. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai avantage de bosser dans une startup, c'est que, et j'en profite pour faire passer mes messages, c'est que chacun peut vraiment se régaler sur son périmètre parce qu'on recrute des gens pour qu'ils fassent des choses. Je dis pas que c'est pas le cas dans un grand groupe, mais moi je suis passé par un grand groupe avant d'arriver dans cet univers et juste le périmètre que j'ai, il a rien à voir.
le type de mission que j'ai est aussi beaucoup plus importante. Pareil, la diversité des interlocuteurs est aussi beaucoup plus passionnante. J'ai l'impression que ces stagiaires, ces alternants, ces jeunes diplômés qui peuvent rentrer en start-up vont aussi beaucoup s'y retrouver parce qu'elles auront des opportunités qu'elles pourraient pas avoir ailleurs. C'est ça. Et du coup, toi, tu as retrouvé, en tout cas au sein de France Digital, ce sens que beaucoup de jeunes aussi recherchent, ce sens au travail Énormément. Ouais. En fait, moi, c'était le premier truc dans ma recherche professionnelle. En fait, c'est pour ça que j'avais bossé du coup chez Leroy Merlin. Chez Leroy Merlin, j'avais piloté une campagne pour supprimer le CV et vraiment recruter sur les compétences et le potentiel. On avait changé la manière de recruter, les exercices, on avait changé la manière de postuler, etc. C'était déjà un job de sens, on va dire. Et là, l'enjeu de France Digital étant beaucoup un enjeu de souveraineté française et de dire comment est-ce qu'on fait grandir nos boîtes françaises, comment est-ce qu'on fait en sorte que les meilleurs talents rejoignent en fait des startups et des scale-up françaises et non pas un Google, un Facebook, un Amazon. Tout ça, moi, c'est des sujets qui me touchent personnellement et qui font que tous les matins, je suis ravi de me réveiller. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans l'écosystème et une demande qui effectivement matche bien tous ces profils un peu plus jeunes qui cherchent avant tout du sens. Comment s'y retrouver un petit peu au niveau des postes? Parce que c'est vrai que les startups, là, les licornes, les scale-up, ils ont un peu réinventé en fait les titres des jobs et on a du mal à s'y retrouver parce que moi j'avais noté quelques postes type Customer Success, Growth Squad, SDR, Traffic Manager, React Native et du coup moi je recherche juste un poste de commercial ou je cherche un poste de chargé de recrutement ou chargé de communication mais ça correspond pas forcément à l'intitulé que je peux avoir quand je sors de ma formation, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, ce phénomène, il s'explique par un peu l'internationalisation des profils et des startups. Comme à nouveau la Silicon Valley était en avance sur nous, on a un petit peu copié les codes, on a retrouvé les mêmes modèles de fonctionnement et nous, on a voulu s'entourer d'acteurs qui, pour le coup, pouvaient avoir une expérience internationale. Qu'est-ce que fait la Silicon Valley? Qu'est-ce que font les GAFAM? Et en quoi est-ce qu'on peut le mettre en place dans nos startups? Si en plus c'était plutôt stylé. Et c'est ce qui a donné, c'est l'origine de ce mouvement, de cette manière de faire. Ça s'est de plus en plus spécialisé pour deux raisons. La première, c'est que l'écosystème a grandi, il s'est seniorisé, et du coup, on a eu des postes de plus en plus spécifiques, et on a aussi eu des structurations d'équipes de plus en plus spécifiques. Donc avant, on cherchait, on allait construire une équipe de vendeurs. Aujourd'hui, on va chercher des personnes qui créent des prospects. En langage startup, ce sera un growth hacker ou un lead generation. Ensuite, on va avoir besoin de personnes qui prennent ces prospects et les transforment en clients. Et donc là, ça va être le SDR, le BDR pour Sales Development Representative ou Business Development Representative. Et ensuite, on va avoir des personnes qui gèrent ces clients, des account managers, des customer success, et dont le métier est vraiment de faire de la gestion de grands comptes ou alors du service client, quoi. Je pense que le gros sujet, c'est pas forcément aujourd'hui de s'arrêter à l'intitulé de poste parce que, et ça amène au deuxième point, je vous disais, il y a 2 points. Le deuxième sujet, c'est de se dire que quelqu'un qui va se retrouver dans la fiche de poste, qui va se retrouver dans les missions et qui arrive à un petit peu démêler du vrai du faux, en fait, cette personne, elle a déjà la connaissance de l'écosystème, elle a déjà la connaissance du fonctionnement startup et du coup, elle va s'y retrouver plus facilement. En fait, c'est sûrement vrai, mais c'est une mauvaise façon de penser parce que ça s'écarte de tout un tas de candidats qui seraient intéressants, qui seraient pertinents et qui, pour autant, n'ont pas forcément les codes. Là où je voulais en venir, c'est que de temps en temps, il faut passer un petit peu ce truc-là. Il faut essayer d'avoir un regard, enfin un peu une prise de recul et peut-être un regard critique sur ce langage qui est vachement clivant, qui renferme, alors que derrière les compétences attendues sont très souvent des soft skills, donc des compétences plutôt comportementales. Quelqu'un qui a fait toute son année du service client, en fait, il sera sûrement aussi bon qu'un customer success, ou voire meilleur en approche client, en écoute, en empathie, en compréhension des besoins, que quelqu'un qui sort d'école et qui, oui, connaît le langage startup, peut-être connaît la tech, est très intéressé, mais qui n'a pas du tout d'expérience. Pareil, quelqu'un qui a fait un BTS Tech Deco, il sera sûrement très bon en tant qu'un vendeur, si vous voulez, vraiment à essayer de transformer des prospects en clients. Il sera sûrement aussi bon que quelqu'un qui sort d'école de commerce, par exemple, et qui a fait un stage en startup, quoi. C'est pour ça que du coup on trouvait que c'était intéressant de faire cette émission pour vraiment aussi vulgariser davantage l'environnement et en tout cas permettre à nos auditeurs de découvrir cet environnement si c'est pas déjà le cas. Le vrai conseil que je peux donner de ce côté-là, c'est de pas s'arrêter aux choses qu'on comprend pas. Parce que très souvent, les startups restent dans ce truc-là, restent dans cet univers et elles se brossent un peu le sens du poil, si vous voulez. Mais ça leur apporte pas grand-chose et ça leur apporte très peu de diversité. Et donc, c'est en tant que candidat, essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelles sont les compétences attendues, à quoi va ressembler le poste. Est-ce que j'arrive à me projeter dans ce poste-là? Est-ce que ça correspond avec
l'image que j'en avais, est-ce que ça correspond avec ce que j'ai envie de faire, etc. Et une fois que c'est le cas, pas hésiter à poser des questions au recruteur, même avant peut-être de postuler. Vous trouvez le recruteur sur LinkedIn par exemple, et vous lui dites oh, by the way, j'ai trouvé cette offre, est-ce qu'on peut en parler vite fait? Si c'est une startup, si c'est quelqu'un qui a le temps et qui a envie de vous en parler, avec plaisir, ça se passe trop bien. Et en plus, vous avez un trop bon premier contact qui n'est même pas un premier contact de j'ai répondu à ton offre, mais plutôt dis-moi en plus. Et si ça se passe moins bien, bah c'est pas grave, ça veut juste dire que vous n'avez pas envie de postuler dans cette entreprise parce que elle vous a pas répondu, elle n'a pas été présente à un moment où vous l'attendiez, ou alors c'est pas le genre de culture que vous recherchez. D'accord. Et alors, du coup, tu nous as dit, hein, il y a plus de 2000 postes, on va dire, allez, de façon plus large, on a plus de 20 000 postes. Alors, comment on peut rejoindre aujourd'hui cet environnement, ces startups, et comment toi, tu crées la rencontre entre ces deux écosystèmes? Aujourd'hui, par exemple, j'anime plusieurs événements de recrutement tout au long de l'année. J'ai un vivier de candidats que j'anime aussi. J'ai une newsletter qui met en avant 2 profils par semaine. Ce qui peut être intéressant, c'est donc soit que que les personnes qui écoutent et qui sont intéressées se rendent sur du coup l'initiative Reconfiner mais recruter. Vous tapez Reconfiner mais recruter sur internet, vous allez tomber dessus très facilement. C'est ça, et on le mettra hein, dans le résumé du podcast. Du coup, vous trouverez la liste des entreprises qui recrutent avec le type de poste proposé et également un lien pour découvrir les offres. Ou sinon, vous pouvez aussi partager votre profil et espérer être contacté directement par les entreprises et les entrepreneurs qui vont avoir des besoins en interne et qui vont pouvoir se servir de vos profils, vous contacter en direct. La deuxième option, c'est de se balader en startup forcément sur des job boards spécialisés. Là, je pense notamment à Welcome to the Jungle ou Lever d'ailleurs, qui sont les 2 job boards sur lesquels sont la majorité des startups aujourd'hui, des startups et scale-up, et passer un petit peu de temps voilà, à vraiment découvrir les offres, à vous plonger dedans pour faciliter un peu la compréhension. Ce que vous pouvez faire aussi, et moi souvent c'est un tips que je donne notamment à mes potes qui comprennent pas grand-chose aux startups, d'aller sur Illinois. Illinois, c'est un cabinet de recrutement pour startups qui ont fait un test, une sorte de test de quel serait le perfect job pour vous en startup, et qui du coup, par 6 questions, c'est extrêmement rapide, par 6 questions, vous amène à une offre d'emploi type, on va dire, un profil type, en disant, bah ok, ce job, c'est ça, ce que ça va vous demander comme compétence, c'est ça, votre quotidien, ça va ressembler à ça serait intéressant d'aller voir de ce côté-là. Et après, ils vous mettent aussi en lien 2 autres jobs qui pourraient correspondre aussi à votre profil et que vous auriez intérêt à creuser. Et donc en fait, ça permet un peu de casser ces codes-là, ça vous donne les clés de lecture. En principe, ça donne à tout le monde la possibilité de se trouver et de se retrouver dans un job de start-up. Ok, super. Ben, écoute, Antoine, merci pour ces conseils. Alors, est-ce qu'éventuellement, tu en aurais allez, 2, 3 autres à donner à nos auditeurs, alors des conseils pour rester dans le langage un peu startup là, de Gourous, là, c'est-à-dire vraiment, là, on va aller chercher des conseils qui permettent un peu de faire autrement et de passer autrement, hein, vraiment par la petite porte. Donc, est-ce que tu aurais 2, 3 conseils à donner à nos auditeurs qui puissent passer par cette petite porte et pour décrocher leur job? Pour passer par la petite porte, moi je pense que c'est vraiment intéressant de découvrir l'offre, de un peu s'imprégner de la culture d'une boîte. Par exemple, je vous disais avec Welcome to the Jungle, parce que ça va vous donner une très bonne idée de ce que va chercher une boîte, quelle va être la mentalité, les compétences qu'ils recherchent, à quoi ils s'attendent. En plus de ça, vous allez pouvoir découvrir un petit peu la culture de l'entreprise. Il y a des vidéos d'interviews, etc. Donc vous pouvez aussi voilà sentir si c'est fait pour vous ou pas. Et une fois que c'est fait, vous passez directement sur LinkedIn. Vous avez bien évidemment un profil un peu à jour et vous contactez les recruteurs en direct. Voilà, j'ai vu cette offre chez vous, j'aurais aimé en discuter, est-ce que c'est possible? Et donc là, soit vous contactez un recruteur, soit même vous contactez quelqu'un qui est en poste sur ce job, quelqu'un qui est en poste sur exactement la même mission que vous, et vous lui dites, ok, c'est comment ton quotidien, qu'est-ce que t'aimes dans ton job, qu'est-ce que t'aimes moins, comment ça se passe pour toi, comment est-ce que t'es rentré, comment est-ce que t'es arrivé là. Et en fait, de créer cette connexion, bah déjà, ça va vous permettre de vous projeter dans le poste. Est-ce que c'est fait pour vous? Est-ce que ça vous ressemble? Est-ce que c'est les missions que vous avez envie de faire? Et surtout, ça va vous permettre d'avoir un lien privilégié avec quelqu'un qui est déjà à l'intérieur de l'entreprise. Donc d'une certaine manière, vous avez déjà un allié. Et cette personne, ensuite, elle peut pousser votre CV au recruteur. Alors là, autant vous dire, vous êtes assez facilement sur le dessus de la pile. Ouais, c'est sûr. C'est un petit peu difficile au début de se dire, bah, je vais contacter quelqu'un que je connais pas du tout pour lui demander comment ça se passe, sa vie, son métier, son job. Mais par contre, ça peut avoir des vraies répercussions et vous faire gagner énormément de temps. Donc toi, tu crois vraiment à la force de LinkedIn aussi pour trouver un job? On a pas mal d'étudiants qui nous disent non mais LinkedIn c'est pas pour nous, c'est plutôt quand tu as déjà ta formation, quand tu as déjà 2, 3 ans d'expérience. Toi, tu leur dirais quoi à ces jeunes? C'est de se dire, si jamais vous avez vraiment fait le travail sur vous-même de savoir ce que vous voulez,
Et donc, vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous cherchez, c'est-à-dire en termes de mission, à quoi vont ressembler mes journées, pardon, quel secteur d'activité je cherche, quel genre d'entreprise j'ai envie de rejoindre, etc. Et qu'est-ce qui demain va me motiver dans le poste. Et ben en fait, vous avez tous les éléments pour montrer que vous êtes pertinent. Et surtout, vous avez déjà fait ce travail d'analyse, un petit peu d'esprit critique, de peut-être vous remettre en question pour se dire, ok, j'ai vu plein d'offres, mais celle qui me plaît vraiment, c'est celle-ci, c'est dans cette boîte, et c'est pour ces raisons-là. Et si vous venez avec ce bagage-là auprès d'un recruteur, mais en fait, déjà, le métier du recruteur est fait à 40%, enfin 50% même, mais surtout, vous êtes beaucoup plus pertinent que quelqu'un qui dira, je sais pas trop, j'ai vu de la lumière, Ça arrive souvent d'ailleurs. grosso modo, et je suis venu. Ben en fait oui, j'ai déjà été recruteur par le passé et j'ai rencontré plein de gens qui disaient je sais pas, j'ai besoin d'un job. Mais en fait moi recruteur quand on me dit j'ai besoin d'un job, ok ben allez le trouver chez quelqu'un d'autre en fait. C'est ça. Je préfère m'entourer de personnes qui savent où elles sont, qui savent ce qu'elles veulent et qui ont envie de participer soit à la culture de l'entreprise parce qu'ils s'y sont retrouvés, soit au projet de la boîte parce que ça leur parle. Moi aujourd'hui je recrute quelqu'un chez France Digital, et ben en fait je vais d'abord chercher quelqu'un qui est motivé par le projet, qui est motivé par le fait de faire grandir les entrepreneurs français, qui est motivé par le fait de se dire, bah en fait, ce sera plutôt des entreprises françaises que des entreprises américaines. Et je trouve que c'est essentiel, en fait, c'est essentiel de se dire que avant tout, il faut qu'on matche sur cette mission, ces valeurs profondes en fait. Vous-même en tant que candidat, vous avez fait ce travail, mais c'est beaucoup plus facile pour en parler et c'est beaucoup plus facile pour les partager auprès d'un recruteur. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, on dit à tous les candidats, renseignez-vous sur la boîte avant de partir en entretien ou au moment, en tout cas, vous envoyez votre candidature, parce que si vous êtes aussi rappelé par téléphone, il faut être en capacité, en tout cas, d'échanger sur le projet. Tu le disais très bien, Antoine. S'il vous plaît, renseignez-vous bien sur la boîte, parce que derrière, on va dire à 99%, vous avez 99% de chances de ne pas décrocher le job si en tout cas vous n'avez pas fait ce travail-là, quoi. C'est ça. Et aussi, je pense, essayer de centrer vos efforts. C'est-à-dire que moi, j'ai été en contact avec plusieurs personnes qui m'ont dit j'ai envoyé 100 lettres de motivation. Il faut être assez pragmatique, c'est-à-dire que si vous avez envoyé 100 lettres de motivation et que personne vous a répondu, c'est qu'il y a peut-être un souci dans la manière dont vous postulez, dans le discours que vous tenez, dans peut-être la lettre de motivation qui du coup est la même pour tout le monde, je ne sais pas. En fait, aussi tous les moments où c'est un petit peu difficile, où vous êtes dans le dur par rapport à la recherche de postes, c'est aussi des clés de lecture et des éléments de réponse pour se dire ok, qu'est-ce que je fais mal, qu'est-ce que je pourrais améliorer, est-ce que ça vaut pas le coup de tester une approche différente, est-ce que un petit message sur LinkedIn ce serait peut-être le bon moment, est-ce que proposer un café à un recruteur peut-être, j'en sais rien. Je pense qu'il y a plein de manières de faire aujourd'hui, les manières de faire qui marchent le mieux et celles qu'on voit partout sur LinkedIn et partout en fait dans le monde du recrutement, c'est celles qui cassent un peu les codes. Je pense notamment à cette personne qui cherchait une alternance en communication dans le milieu du sport et qui du coup avait fait tout son profil. C'était une femme, elle avait fait tout son profil en tant que joueur de foot et elle parlait du mercato, etc. Et en quoi ses compétences l'amenaient à chercher sa nouvelle opportunité, sa nouvelle boîte. J'avais trouvé ça dingue et ça, je pense que tout le monde avait trouvé ça dingue. Du coup, elle a trouvé extrêmement facilement le job qui lui correspondait au maximum. C'est pas en envoyant une tonne de lettres de motivation. Enfin, c'est rare que ça fonctionne très bien. C'est ça, il faut se différencier, hein. Et pour rebondir même ce que tu disais, la dernière fois, j'ai une étudiante qui m'a dit qu'elle avait envoyé 600 CV. Donc, tu vois, on était même des fois bien loin des centaines de lettres de motivation envoyées. Ben, écoute, Antoine, on te remercie pour tous tes conseils. Et maintenant, je pense que tous nos auditeurs savent, ou en tout cas, on savait un peu plus sur le monde de la tech et comment postuler au sein de la tech. Avec plaisir, si jamais les auditeurs ont des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre un message sur LinkedIn. J'essaie de répondre à tout le monde, mais parfois ça prend un petit peu de temps. Ok, écoute Antoine, c'est super sympa. Du coup, on va clôturer cette émission et on vous dit à bientôt sur Alternjob.